L'ANADER, structure œuvrant en Côte d'Ivoire dans le développement rural, se dote d'un plan de lutte contre les pandémies en milieu rural. Les détails tout de suite dans cette édition. La Fondation IDCF a procédé au lancement d'un programme sur la réinsertion de l'éducation des enfants dits de la rue. Daloa, 20 000 tonnes de vivriers réalisés par les producteurs du Haut-Sassandra malgré les difficultés d'écoulement. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur Business 24 Africa. L'ANADER, une structure œuvrant pour le développement en milieu rural, a opté depuis 1999 de lutter contre les pandémies en milieu rural. Elle a élaboré avec l'appui de partenaires techniques et financiers un programme de lutte contre les pandémies, spécifiquement contre le VIH-Sida en milieu rural. Le reportage de Marius Seri, commenté par Daniel Kodjo. Ce vendredi, au siège de l'OMS à Abidjan, partenaires techniques et financiers étaient réunis pour s'imprégner de l'orientation et du contenu du plan stratégique 2019-2023 de lutte contre les pandémies en milieu rural du PALP ANADER, l'Agence nationale d'appui au développement rural. Le déficit d'information sur les pandémies en général et le VIH en particulier dans les villages et hameaux, la vulnérabilité des populations rurales qui constituent le vivier de l'agriculture de subsistance et même celle de rente a emmené l'ANADER à mettre en œuvre des interventions à base communautaire dans le domaine de la santé à travers des actions de veille et de prévention, de soins et soutien communautaire. Le monde des informations au niveau de tout ce qui est aspect de santé rurale. Nous avons travaillé depuis 2005 dans le cadre du VIH-Sida pour pouvoir apporter la bonne information aux petits campements qui n'ont pas toujours accès à cette bonne information. Apporter la bonne information pour pouvoir briser un certain nombre de tabous et de préjugés que certaines populations véhiculent sur des éléments qui sont des éléments de santé, qui sont des éléments d'approche de milieu, pour que vraiment on puisse faire ce développement harmonieux que le gouvernement a toujours souhaité pour ces populations rurales. Le programme de lutte contre les pandémies en milieu rural de l'ANADER est ambitieux, de l'accompagnement sollicité à Expertise France en vue de renforcer les capacités de gestion administrative, technique et financière de l'équipe en charge de la lutte contre les pandémies PALP. Nous avons été vraiment convaincus par tout le dispositif régional et tous les représentants au niveau rural qui pouvaient aider à mettre en œuvre cette politique sanitaire. Ça a commencé par les 3 pandémies, mais ça va bien au-delà de la santé de la mère et de l'enfant, de la reproduction et pourquoi pas de la vaccination, puisqu'il y a des agents, il y a déjà un engagement de l'État à travers ces directions régionales, avec ces directeurs régionaux qui couvrent des zones rurales éloignées. Les témoins de la présentation du programme de lutte contre les pandémies de l'ANADER sont entre autres le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, les partenaires techniques et financiers, les ONG, les associations et organisations mondiales de la santé. Il faut que ce plan soit intégré dans tous les autres programmes de santé qui existent, que ce soit le programme VIH, que ce soit le programme de lutte contre la tuberculose, le paludisme, la santé de la mère et de l'enfant et les autres programmes, notamment les maladies tropicales négligées. Je vais parler de toutes les interventions concernant la trypanosomiase, l'onchocercose, etc. Tous ces programmes qui ont une composante communautaire doivent être intégrés dans ce plan d'action de lutte contre les pandémies de l'ANADER. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point où l'OMS va apporter son appui, c'est pour la pérennisation des actions. Nous allons maintenir le plaidoyer afin que les fonds domestiques soient augmentés pour la mise en œuvre de ce programme. L'Agence nationale d'appui au développement rural ANADER a été créée le 29 septembre 1993. L'ANADER a pour mission de contribuer à l'amélioration des conditions de vie du monde rural par la professionnalisation des exploitants et des organisations professionnelles agricoles en concevant et en mettant en œuvre des outils et approches appropriées, des programmes adaptés pour assurer un développement durable et maîtrisé. Toujours dans le domaine de la santé en Côte d'Ivoire, la plateforme Uruport a procédé au lancement de sa campagne de dépistage. Depuis le 9 février dernier en Côte d'Ivoire, une campagne qui s'achève le 9 avril prochain. À quelques jours de la fin de cette campagne, 310 jeunes ont été dépistés et tirés au sort jusqu'à gagner 5 millions de francs CFA. Le reportage de Lawani Babatunde et Eliane Kwasi.
Un tirage au sort pour récompenser 310 jeunes âgés de plus de 16 ans. Chacun des numéros tirés repart avec un montant compris entre 15 000 francs et 5 millions de francs CFA. C'est le prétexte trouvé par Uripot Côte d'Ivoire pour encourager les populations ivoiriennes, notamment les jeunes, à se faire dépister du sida. Cette plateforme de jeunes a initié à cet effet une campagne de dépistage volontariat sur l'ensemble du territoire du 9 février au 9 avril prochain. Nous sommes déjà satisfaits parce que nous avons près de 30 000 personnes qui sont faites dépister déjà, mais nous attendons plus. Le tirage finit le 9 avril et nous espérons qu'au 9 avril, nous aurons pratiquement 1 million de personnes qui se font dépister. Cette campagne VIH a été initiée par la Europateur eux-mêmes qui ont fait le constat que les jeunes avaient besoin de sensibilisation, avaient besoin de démystifier en fait le VIH. Et c'est pour ça que cette campagne a été lancée. Cette campagne n'a pas été lancée par une structure étatique ni par l'UNICEF. Cette campagne a été lancée par Uripot Côte d'Ivoire. Uripot est une plateforme développée par UNICEF pour permettre aux jeunes de se prononcer sur les enjeux sociaux auxquels ils font face et au-delà, proposer des solutions et ultimement inciter un changement positif dans leur communauté. La Fondation internationale Divine Charity a procédé au lancement de son programme sur la réinsertion et l'éducation des enfants dits de la rue. Cet événement a donné lieu à un panel sur les problématiques et une projection de films pour égayer un tant soit peu ces enfants en difficulté sociale. Le reportage de Lawani Babatunde, Aimé Swan et Odilon Toba. Nous, on veut avoir un coin pour dormir. Parce que où tu dors bien, même si tu ne manges pas, le matin tu t'en te lever pour aller chercher l'argent, c'est mieux que rien. Enfants dans la rue, oui au leadership et à l'éducation et non à la violence. C'est le sujet à l'ordre du jour au lancement du programme de la Fondation internationale Divine Charity sur la réinsertion et l'éducation des enfants dits de la rue. Pour tous les panélistes anonymes et figures bien connues du grand public, le leadership d'un enfant et son éducation ne peuvent se développer qu'au sein de la cellule familiale. Si quelqu'un qui est de passage et qui voit un enfant qui est assis là, s'interroge et cherche à savoir pourquoi l'enfant est là et qu'est-ce que je peux faire pour aider cet enfant à ne pas être dans cette situation. Et je pense que si chacun met la main à la pâte, on peut vraiment aider à éradiquer ce phénomène. Les enfants que nous retrouvons aujourd'hui dans la rue n'ont pas demandé à être là. Alors si nous devons les aider, nous étant donné que nous sommes un peu spécialisés dans le domaine du sport et que dans le sport réellement il y a beaucoup de valeurs à prendre, surtout dans les arts martiaux. Donc on pense que déjà les enfants, en pratiquant les arts martiaux, ils vont acquérir certaines valeurs de la vie, c'est-à-dire le respect et la discipline, et ils sauront apprécier le bien du mal, ce qui leur donnera quand même un nouveau mode de vie, et ça va mieux les orienter dans leur façon d'évoluer dans la vie. Généralement, on dit que les personnes qui sont dans la rue, ce sont des personnes qui ont forcément un souci d'argent, qui ont un problème financier et tout ça. Non mais ce n'est pas forcément ça. Si tu n'es jamais à la maison et que tu laisses ton enfant dans la main d'une servante par exemple, qui n'a même pas le contrôle sur l'enfant, mais comment elle va pouvoir gérer l'enfant? Mais si le petit sort, qui n'a pas l'affection maternelle et paternelle, disons des parents, qu'il se trouve confronté à un milieu où ce sont des personnes de sa génération et il se sent bien avec eux, tu vois, il fait ce qu'il veut. Donc pourquoi ne pas retourner là-bas alors qu'à la maison, on le stresse, ne fait pas ci, ne fait pas ça. Alors que d'ailleurs, tu fais ce que tu veux, personne ne va te dire pourquoi tu fais ça. Donc je pense qu'il y a, voilà quoi, il y a quand même un engouement à ces personnes-là de vouloir aller dans la rue. Donc ce n'est pas forcément des personnes qui sont défavorisées, qui sont en manque de moyens financiers qui sont forcément dans la rue. Non, ce n'est pas cela. Pour la Fondation internationale Divine Charity, initiatrice de ce projet, la place d'un enfant se trouve à la maison ou à l'école et non dans la rue. D'où son engagement à œuvrer au quotidien pour le retour en famille de tous ses enfants. International Divine Charity Foundation qui a pour objectif d'autonomiser les enfants grâce au leadership. Les enfants démunis et ceux qui souffrent de maladies chroniques. Donc ici, on est là pour les enfants défavorisés. Comme quoi, on a ciblé certains enfants qu'on appelle souvent les enfants en situation de rue. Voilà. Et ils sont avec nous aujourd'hui parce qu'on a un programme pour eux qui consiste
en la sensibilisation en fait pendant 6 mois de ces enfants-là afin de les réinsérer après ces 6 mois-là. Et ces 6 mois-là sont renouvelables. Notre objectif par rapport à ce projet-là, c'est de pouvoir les réinsérer réellement et les aider à sortir de la rue parce que leur place n'est pas dans la rue et la rue n'enfonce pas. Donc c'est la responsabilité à tous, y compris moi et tout le monde ici présent. Après le panel, ces enfants sortis de la rue pour cette salle de cinéma ont eu droit à des moments ludiques. Ils ont participé à des jeux, danse et une projection de films pour égayer un tant soit peu tous ces enfants en proie à des difficultés sociales. Rendons-nous à présent dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, à Daloa. 20 000 tonnes de produits vivriers ont été produits par les producteurs du Haut-Sassandra malgré les difficultés d'écoulement. C'est en tout cas le constat de notre reporter Emmanuel Quadio qui a fait une immersion dans le milieu du vivrier où il a rencontré des commerçantes et autres acteurs de la filière. Première escale, le petit marché d'Orly. Il fait office de marché de gros. Ici sont déversés et livrés quotidiennement divers produits vivriers en provenance des 4 départements de la région, Daloa, Issia, Vavois et Zoukoube. Nous avons par la suite visité le grand marché de la ville de Daloa qui n'existe que de nom. Heureusement, le marché du quartier Soleil 2 dessert les riverains. Les vendeurs installés sur les étals ou à même le sol proposent à la vente une variété de vivriers dont notamment la banane, le manioc et les légumes. Donc c'est la production de manioc qu'on fait dans le Haut-Sassandra. Et cette production, après la production, nous le transformons. Mais la transformation se fait pour le moment en bord champ présentement. Et après la transformation, nous les évacuons au siège ici, où nous faisons le dépôt. Lorsqu'on atteint chaque 800 sacs, on fait un chargement de gros camions qui va soit sur Abidjan, soit sur San Pedro, soit au Burkina ou au Mali, selon la commande que nous avons avec nos clients. Quand on parle de transformation, quoi en quoi? Nous transformons le manioc en pâte de manioc. Et la pâte, on le fait en plusieurs denrées. On le fait en placali, c'est-à-dire la pâte de manioc on fait en placali. On le fait en atéké, cette même pâte de manioc. On le fait en gari aussi, cette même pâte de manioc. Maintenant, en dehors de la transformation, même, on le vend en tubercule. C'est-à-dire, après la creusée, on le vend aussi en tubercule. Sur le plan local, ici, sur les différents marchés de Daloa, nous approvisionnons les 10 marchés de Daloa communes. Direction dans les plantations. Nous sommes dans un bas-fond de production de riz au quartier Soleil 2. Les femmes sont bien organisées pour la réussite de la récolte. Cette année, elles pensent que le climat sera favorable, surtout que la région du Haut-Sassandra n'est pas à l'abri des changements climatiques. Les garçons nous envoient ça en brousse non pilée là. Les garçons nous envoient, nous sommes payés. Et puis bon, on vient au soleil, on pile, et puis on vient vendre. Comment vous séchez ça? Bon, le sac de riz parti là, vous pouvez acheter à combien? On fait ça, hein. Souvent le filet est 150, quand ça devient cher, ça devient 175. Actuellement, quand c'est dans la période de riz, c'est 150. Non loin de la plantation des femmes, une unité de transformation de riz installée au quartier Abattoir. À quelques kilomètres de Daloa, la localité de Gonaté, sous-préfecture sise sur l'axe Daloa-Boisflé. Nous sommes ici sur une plateforme de livraison et de stockage des produits vivriers destinés à l'exportation dans les pays de la sous-région, le Burkina et le Mali. Aujourd'hui, nous avons des difficultés au niveau de la région de Daloa en matière de production parce qu'avant, c'est Daloa qui approvisionnait presque toutes les grandes usines, de Animile Pro jusqu'à Livogré. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le changement climatique qui a fait que nous ne sommes plus cette région qui faisait beaucoup de maïs. Aujourd'hui, c'est le nord qui nous est dévancé un peu, qui sont plus productifs, plus que la région de Daloa. Nous ne savons pas trop qu'est-ce qui a favorisé ça. Pour le directeur régional de l'OCPV de Daloa, Zogbe Louis, le vivrier se porte très bien à Daloa.
Selon lui, la région a produit 20 000 tonnes de vivriers au titre de l'année 2018. Cependant, des difficultés demeurent. Je dis que cette plateforme, c'est cette plateforme de collecte et de groupage des produits vivriers. Mais ce qu'on note sur cette plateforme, c'est que c'est une plateforme qui est précaire, parce qu'il n'y a pas d'infrastructure pour une conservation durable des produits vivriers. Les produits sont exposés sous le soleil et la pluie, donc ça pose un problème de conservation jusqu'au marché d'Abidjan et des autres localités. Et aussi, nous notons que sur cette plateforme, nous avons des difficultés de regroupement des acteurs parce que les acteurs viennent de toutes les localités. Donc on ne sait pas qui s'adresser pour effectuer ce regroupement. Donc il y a un manque de regroupement de ces acteurs, mais nous allons faire l'effort de trouver des interlocuteurs vraiment, des interlocuteurs viables pour nous accompagner dans cette activité. Malheureusement, aujourd'hui, la pauvreté fait que celui qui est en train de vendre, livrer son 2 sacs de pâtes de manioc, a besoin de cet argent pour payer son poisson le soir, a besoin de cet argent pour mettre son enfant à l'école, donc il ne peut pas trop attendre. Donc ça fait que les entrées de marchandises sont un peu difficiles parce qu'on n'a pas de fonds de roulement nécessaires pour pouvoir acheter toute la production de nos membres. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, nous avons des problèmes de véhicules, c'est-à-dire de matériel roulant. Nos productions sont souvent dans les zones très reculées, dans les campements. L'État est en train de déjà faire les routes dans nos villages, mais il y a certains encore qui ne sont pas encore accessibles. Certains lieux qui ne sont pas accessibles. Et ça fait que tous les camions de location n'acceptent pas d'aller dans certains coins. Donc nous n'avons pas nous-mêmes à nos possibilités, nos véhicules, pour pouvoir rentrer partout où nous voulons. Ça, c'est une difficulté. On a besoin de matériel roulant. Et aussi, nos matériels de transformation sont vieillissantes. C'est les petites broyeuses mobiles qui ne sont pas adaptées à la quantité de marchandises de production que nous faisons. Donc ça fait que ça joue toujours sur l'état technique du matériel. Quant à Gbeli Stéphane, le nouveau maire de la commune de Daloa, il s'est engagé à s'impliquer dans la modernisation de la filière par la construction de nouveaux marchés et des magasins de stockage. La labellisation de cette filière en pleine croissance, pourvoyeuse d'emplois et génératrice de revenus en dépend. Après Daloa à Diokwe, parlons de vie associative où l'amicale des directeurs et chefs de service du département de Diokwe était récemment en assemblée générale ordinaire. Au cours de cette rencontre, de nouvelles perspectives ont été annoncées pour l'épanouissement des membres. Le reportage est signé Théodore Kanga. L'amicale des directeurs et chefs de service du département de Diokwe en assemblée générale ordinaire à la salle de réunion du district sanitaire de la ville. Il ressort de cette rencontre que l'amicale se porte très bien. Le président de l'amicale a remercié tous les membres pour l'esprit de fraternité. Cette amicale avec un objectif bien précis, la cohésion entre les différents directeurs et chefs de service, pour cultiver la fraternité et l'amitié. Et surtout, veiller à ce que pendant les moments difficiles, c'est-à-dire les moments de joie et de peine, nous soyons auprès du concerné. Kwadjo Otokpa, président de l'amicale, a rappelé les objectifs et les perspectives à venir. Nous devons être à la hauteur de l'attente de ceux qui nous ont nommés à la tête de ces différents départements. Nous avons prévu le renforcement des capacités afin d'être plus forts dans la rédaction administrative et être performants dans le domaine des NTIC. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de globalisation. Et quand on parle de globalisation, celui qui ne maîtrise pas les NTIC est en retard de 100 ans en arrière. Parlant des perspectives, le président de l'amicale a annoncé une sortie de tente à Mans afin de permettre aux directeurs et chefs de service de déstresser. Au terme de cette rencontre, les directeurs et chefs de service ont salué l'initiative de la mise sur pied de cette amicale. Je pense que l'initiative de la mise en place d'une telle amicale est salutaire dans la mesure où
La plupart des chefs de service que nous sommes, nous nous retrouvons ici, loin de nos familles. Il est donc intéressant qu'on mette sur pied un cadre qui nous permet de nous connaître nous-mêmes, d'échanger, de renforcer les liens entre nous. C'est pour cela donc nous voulons saluer donc ceux qui ont eu l'initiative de mettre sur pied cette amicale-là. Nous avons mis l'accent sur les activités, le plan d'action de l'amicale et aussi les activités de la fête du travail qui pointent à l'horizon. Donc en un mot, ça a été un moment de retrouvailles, de convivialité et de présentation des nouveaux chefs de service qui font leur entrée dans l'amicale. Il faut noter que cette amicale a été créée en 2000 et compte à ce jour une centaine de membres. Voilà qui met fin à cette édition. Merci pour votre attention. Les programmes se poursuivent sur Business N4 Africa. À très bientôt.